La docteure Marie-Dominique Beaulieu est reconnue comme faisant partie des 20 pionniers et pionnières de la recherche en médecine familiale. Elle est professeure émérite au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal et chercheur associée au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et discriminations, le CREMIS. Ses recherches portent sur l'organisation et la qualité des soins de première ligne et les pratiques collaboratives. Elle a pratiqué la médecine de famille pendant 37 ans et a été présidente du Collège des médecins de famille du Canada. Elle a aussi été directrice scientifique de l'unité de soins à la recherche axée sur le patient du Québec. Elle collabore avec l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux du Québec comme médecin expert dans le domaine de la médecine de famille et des soins de première ligne. La présentation de la docteure Beaulieu va être en français uniquement. Cependant, elle va être traduite et va vous être envoyée après la rencontre. Merci de votre compréhension. On fait un gros travail de traduction pour tout le monde dans ces séances-ci. C'est vraiment pour moi un honneur et un plaisir de mettre la table. C'est le but de la première présentation pour ce que vous faites. Et puis, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre engagement citoyen parce que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous allez faire est vraiment important et je pense ça arrive à point nommé, en tout cas au Québec, avec tout ce qui se passe en santé. Donc, merci beaucoup. Alors, on a déjà dit ce que je faisais, donc comme déclaration d'intérêt. Alors, j'ai un mandat avec notre Institut d'excellence en santé et services sociaux du Québec, l'INES. Et je l'ai écrit ici, je commence lundi, donc je voulais être transparente, un mandat de médecin conseil aussi au ministère de la Santé et des Services sociaux avec la direction de l'accès des soins de première ligne. Donc, je ne crois pas que je suis en conflit d'intérêt, je ne le considère pas. Les objectifs ont quand même été déjà présentés par Émilie. Alors, en gros, donc, c'est vraiment de comprendre, ça s'appelle les soins primaires 101. Qu'est-ce que c'est, de quoi on parle? Donc, pour certains, peut-être, ça va être clair, pour d'autres, il va y avoir du nouveau. Donc, on veut vraiment que vous ayez la même base. Donc, on va parler de quel est l'état de santé des Québécois actuellement. Qu'est-ce que c'est, dans le fond, les soins primaires? Pourquoi est-ce que c'est si important? Comment c'est organisé au Québec? Ça va être important. Et bon, je finirai avec peut-être certaines réflexions là, qui sont les miennes sur pourquoi est-ce qu'actuellement on considère qu'on a une crise. Ça va? Donc, quel est l'état de santé des Québécois? Je vais juste essayer je m'excuse, de repositionner je ne suis pas capable de le repositionner, oui, voilà, parfait. Donc, alors, on a eu un recensement au Canada en 2021, donc on est chanceux, on a des données quand même qui sont récentes. Donc, on est près de 8,7 millions. 67 des gens sont entre 15 et 64 ans. Et c'est assez comparable. Donc, les gens de 0-14 ans, 17 et les 65 ans et plus, 16 et je n'ai pas de données ici, je n'ai pas mis des chiffres, mais on sait tous que nous sommes dans un vieillissement de la population et que ça fait partie d'un de nos enjeux. 2,4 des Québécois sont autochtones. J'ai aussi sorti d'autres informations. Par exemple, 81 de la population du Québec est en milieu urbain. Donc, évidemment, il y a des grandes villes, des petites villes, c'est pas toujours Montréal. Et on sait qu'il y a des enjeux quand même en santé entre les milieux ruraux et urbains. 19 sont en milieux ruraux. Et 79 nés au Canada. On a donc 18 qui sont des immigrants reçus depuis plus de 5 ans et 3 depuis moins de 5 ans. Donc, au niveau donc sociodémographique, ça nous donne une idée. Ça ici, c'est important. Qu'est-ce qui influence l'état de santé? En fait, on parle, et c'est en fait un Québécois, M. Lalonde, ça fait très longtemps qu'il avait émis, et c'est repris partout maintenant, qu'il y a 4 grands déterminants de la santé. Et le plus important, ce sont les déterminants sociaux de la santé. 50 de la santé d'une population dépend des conditions socio-économiques de la population, donc de politique sociale, le logement, l'éducation. Donc, ça crée de la santé. Il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Le système de santé, de ce dont on parle aujourd'hui et dont vous allez nous parler, est responsable de 25 de la santé, de la production de la santé d'une population. Notre biologie, la génétique, nos facteurs de risque, on les verra, 15 et notre environnement, nos milieux de vie, l'air qu'on respire, si on vit près d'une mine, toutes ces choses-là,
est aussi un déterminant de la santé. Donc, le système de santé est très important, mais ce n'est pas que le système de santé qui est un déterminant de la santé. D'où l'importance des enjeux d'équité dont on va parler et que vous allez devoir aussi considérer. Et ici, voici des données sur les principaux facteurs de risque là, qui est dans la biologie, si vous voulez, qui expliquent les maladies chroniques. Donc, vous les voyez, je ne les détaillerai pas tous. On voit quand même qu'il y a des enjeux nutritionnels importants sur l'accès à des fruits et des légumes comme nutrition. Et la sécurité alimentaire, c'est quand même un enjeu important. Les données sont moins récentes. ISQ, c'est pour Institut de la statistique du Québec. D'accord? Maintenant, exemple de l'impact des inégalités, donc le fameux 50 sur la santé. Voici un exemple qui vient de l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ. Les données sont plus anciennes, mais en fait, ça reste que c'est vrai. Et donc, c'est l'impact de la défavorisation sociale, être seul, l'isolement, matériel, les revenus qu'on a, où on vit, l'emploi qu'on a, sur l'espérance de vie en bonne santé. Et vous voyez là qu'il y a presque 10 ans, des fois c'est 8, des fois c'est 9, de différence d'espérance de vie. Donc ça ici, c'est pour les hommes, on a ici pour les femmes, entre les gens qui sont dans les plus favorisés de notre société et les moins favorisés sur la défavorisation matérielle et sociale. D'accord? C'est presque 10 ans. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit quand on parle de l'impact des déterminants sociaux sur la santé. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Ce que je voulais dire aussi, hein, dans une grande ville comme Montréal, on a tout. Alors, entre certains quartiers de Montréal, on a exactement ces différences-là. Ensuite, une autre donnée sur l'impact, quand on regarde selon, je n'ai pas trouvé des données là, rurales, urbaines, et ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a 16 régions au Québec et il n'y a pas tant de différence entre les régions sur l'espérance de vie en santé. Par contre, lorsqu'on regarde pour les gens qui vivent au nord du Québec, donc les populations surtout autochtones, on voit aussi encore par rapport à la différence la moyenne du Québec, la différence dans l'espérance de vie pour les hommes et les femmes qui vivent au nord. Donc, il y a vraiment donc, des enjeux aussi qui ne sont pas seulement des enjeux d'accès au système de santé, mais des enjeux qui sont plus complexes. Ça va? Bon, quelles sont nos principales causes de maladies, là, de décès, donc, et comment ça se distribue dans notre société? Donc, à la fois pour les hommes et les femmes, les cancers restent la principale cause de mortalité et c'est suivi par les maladies cardiovasculaires. On a ici les maladies respiratoires, la bronchite chronique, l'emphysème. Ensuite, on a les maladies cérébrovasculaires, comme vous voyez. Et puis ensuite, on a les autres facteurs. Donc, on voit bien, là, je crois que pour la plupart d'entre vous, il n'y aura pas de grandes nouvelles. Là. Le cancer suivi de toutes les maladies cardio- et cérébrovasculaires, c'est vraiment important. Et comme vous le savez, plusieurs sont sensibles aux habitudes de vie et peuvent donc être prévenus. Donc, j'ai fini mon petit tour sur quel est l'état de santé des Québécois, d'accord? Maintenant, on va vraiment s'attaquer à ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que c'est les soins primaires? Bon, alors, dans le fond, là, dans tous les systèmes de santé, il y a 4 grands secteurs. Appelons ça des secteurs plus que des niveaux, si vous voulez. Mais ça s'en va en triangle parce qu'il y a une base, puis en haut, c'est dans le fond, ça rejoint moins de personnes. Dans le fond, il y a la santé publique. Donc, c'est nos programmes de vaccination, prévention, promotion. Ça fait partie de notre système de santé. Les soins primaires, donc, ce sont nos soins généraux dans la communauté, la clinique médicale, la pharmacie, le dentiste, vous allez chez la physiothérapeute et tout ça. Bon, ce sont les soins dans la communauté. Et en fait, 80 des problèmes de santé sont pris en charge à ce niveau-là des ressources de santé. Ensuite, on a les soins qu'on va appeler secondaires, pas parce qu'ils sont moins importants en importance, mais parce qu'ils touchent moins de monde. C'est l'hôpital. Mais alors là, c'est plus l'hôpital communautaire, donc dans les petites villes où on va avoir plus de soins curatifs que préventifs. Puis là, on va trouver des spécialistes, et surtout des spécialistes généraux, mais il y a des soins spécialisés. Et en fait, ce qu'on appelle les soins tertiaires, donc ce sont nos grands centres hospitaliers universitaires, c'est régional, et ils ont des missions régionales.
Donc ça, c'est un peu la structure pour placer notre affaire. Et donc, les soins primaires, c'est vraiment la base des soins. Puis, ça s'inscrit. Et évidemment, c'est important qu'il y ait de la fluidité entre tout ça, ce qui est d'ailleurs un enjeu, dans un système de santé. Quels sont les principes clés des soins primaires? On parle des 4 C. Donc, et c'est beaucoup, il y a eu, en fait, c'est depuis les années 70 qu'on a reconnu l'importance des soins primaires. La photo que vous voyez un peu, il n'y a pas longtemps, en 2018, l'Organisation mondiale de la santé a réaffirmé l'importance des soins primaires par la déclaration qui s'appelle d'Astana. Et donc, ça a réaffirmé l'importance et les caractéristiques. D'abord, ce sont des soins centrés sur les personnes et les communautés. Moi, je suis médecin de famille, j'ai pratiqué, c'est mon niveau de soins, de pratique. Hein. On ne s'intéresse pas à une maladie en particulier, c'est vraiment les personnes au complet. Et c'est la même chose pour un pharmacien dans la communauté puis une infirmière dans la communauté. C'est des gens qui sont par définition des généralistes. Ce sont des soins donc de premier contact. C'est par là qu'on rentre dans le système de santé en général. Mais ce n'est pas juste un guichet ou une plaque tournante. C'est là qu'on reçoit des soins complets. En fait, comme je vous dis, 80% de nos besoins de santé peuvent être vraiment rejoints. Donc, on va retrouver de la prévention, de la promotion de la santé, du curatif, la réadaptation et même des soins palliatifs. Par exemple, les soins palliatifs à domicile, c'est des soins de première ligne. Ensuite, l'autre élément, c'est la continuité. Ça aussi, c'est important. Vous allez en débattre, je suis certaine, dans vos travaux. C'est donc, en principe, un endroit où on va favoriser que les personnes reçoivent des soins dans un même environnement et en général auprès d'une même équipe et qu'il y a une affiliation avec un professionnel de confiance. Ça peut être une infirmière de première ligne, un médecin de famille. On essaie d'éviter les soins à la pièce dans des systèmes d'urgence ou de walk-in, si vous voulez, et la coordination des soins. Donc ça, c'est les principes clés de tous les soins primaires dans tous les pays. Et c'est comme ça qu'ils ont un impact. Ça ici, c'est une information qui est à un niveau plus micro. On va se demander, mettons, une clinique de première ligne qui marcherait bien ou un ensemble de première ligne, un groupe qui fonctionnerait. Quels sont les éléments qui sont associés avec des cliniques, des groupes plus efficaces que d'autres? Là, on est à un niveau un petit peu plus micro. C'est aussi basé, là, vous avez les références, elles sont petites, mais en tout cas, elles sont accessibles si jamais vous les voulez. Donc, en général, bien sûr, si on commence par le haut, qui est aussi par les choses aussi très importantes, ce sont des soins donnés en équipe. Faut vraiment, c'est fini le temps là, du médecin tout seul dans son bureau. C'est vraiment là, des équipes qui sont nécessaires pour vraiment être efficaces, puis qui gèrent du temps, qui offrent des soins virtuels, même des fois des rencontres de groupe, qui sont créatifs dans leur manière d'offrir les soins. Bien sûr, ils vont essayer d'offrir des soins en temps opportun, c'était important. J'insiste aussi sur la notion du partenariat avec le patient et les usagers, donc impliquer les usagers même dans la gouvernance de leur milieu. La continuité des soins encore, on la revoit. C'est souvent des cliniques qui ont accès à des données sur leurs propres pratiques pour s'analyser et s'améliorer. Et enfin, bien aussi, l'enjeu, l'idée de l'inscription ou l'affiliation officielle à la clinique ou à un professionnel. Donc là, je n'ai pas passé les 10, mais vous voyez. Donc, là encore, et s'il y a un message ici qui est important dès maintenant, c'est que c'est tout ça ensemble qui crée de la qualité. Si on en prend juste un, ça ne fait pas le travail. Hein? Si on en prend un sur 10, donc un des enjeux et des grands défis, c'est de trouver un peu l'équilibre et comment on arrive à mettre ça ensemble, parce que si on prend juste un facteur, ça ne le donnera pas. Au Canada, on a proposé un modèle qui s'appelle donc, un modèle de l'organisation des soins primaires. Presque tous les pays ont fait ça. Le Québec a aussi adopté ce modèle. Et là encore, il s'appelle en fait le Centre de médecine de famille, sa traduction officielle. En anglais, c'est le Patient Medical Home. Le concept de home, de maison, reviendra souvent. Moi, je vous interpelle parce qu'on trouve que le Centre de médecine de famille, ça ne marche plus tellement. On n'est plus avec tellement le médecin absolument. Donc, comment on pourrait appeler ça? Ça serait intéressant de voir ce que vous aurez à nous dire à la fin de vos débats. Mais là, en gros, ce que ça nous dit encore, c'est pour mettre ça ensemble. C'est des gens ensemble, en équipe, qui s'organisent, qui ont des ressources pour donner des soins à un ensemble de personnes. C'est ça qui est le plus efficace. Donc,
ça fait le tour de qu'est-ce que c'est les soins primaires, puis un peu comment c'est organisé. Ça reste encore à haut niveau. Et en étant organisé comme ça, ben, ça a un impact. Justement, donc, quel impact? Pourquoi est-ce que les soins primaires sont si importants? D'accord? Parce que vous le savez, puis on le sait tous, on parle beaucoup de tout ce qui se passe à l'hôpital, on parle moins des soins primaires, hein, mais ils sont vraiment très importants. Alors, les soins primaires, d'abord, sont importants, je l'ai dit, mais si voilà des chiffres, parce que c'est là que la majorité des gens reçoivent les services et leurs problèmes se règlent. Ça, c'est basé sur des études épidémiologiques qui datent un peu. Ça s'appelle l'écologie des soins de santé. Donc, ça dit en gros, là, je ne passerai pas chaque chiffre en détail, mais disons sur 1000 personnes, hein, il y a 800 personnes qui vont avoir des symptômes. Bon, donc on en a tous des petits bobos, des choses, ça ne va pas bien, on a des malaises. Il y en a, hein, en fait, un peu moins de la moitié qui vont consulter. Donc, les auto-soins, on est capable de prendre soin de soi-même avec nous-mêmes, avec des auto-soins, avec nos proches. Il y a des choses qui se passent là. Les gens consultent et la majorité, c'est dans la communauté qu'ils vont consulter. Et là, vous voyez un peu la déclinaison. Et dans le fond, il y en a juste un pour 1000 qui va aller à l'hôpital, le soin tertiaire dans la pointe du triangle. Hein? Alors ici, on a un petit peu les gens dans les soins secondaires, ils vont à l'hôpital. Donc, comme vous voyez, donc les soins de première ligne sont importants parce que c'est là que ça se passe, en fait, les soins et les services. L'autre élément, il y a une littérature très abondante sur l'impact des soins de première ligne et surtout des comparaisons entre les pays qui ont des bons soins de première ligne puis la différence dans la santé de leur population. Et là-dessus, Mylène Breton va vous en parler beaucoup la prochaine fois. Mais en gros, quand on a ce que je vous ai présenté en début, les soins de première ligne, comme population, comme citoyen, on a des soins plus efficaces, moins d'hospitalisation, moins de tests inutiles. On a aussi une meilleure réactivité pour les usagers, un accès en temps plus opportun, puis des meilleurs résultats. Les gens sont moins malades, ils ont moins d'hypertension artérielle, moins de diabète. Et l'autre élément, on observe une réduction des inégalités en santé. En fait, donner accès à des soins de première ligne de qualité à l'ensemble d'une population, c'est comme ça que des pays, des juridictions arrivent à contribuer à réduire certaines inégalités. Les soins de première ligne sont un des endroits importants pour réduire les inégalités de santé, qui par ailleurs viennent d'ailleurs que du système de santé lui-même. Et enfin, un des ingrédients, c'est quoi, hein, quand on se dit the proof of the pudding is in the eating? Hein, qu'est-ce qui fait que ça marche, les soins de première ligne? Bien, la continuité des soins avec le milieu. On est dans un endroit où on est connu comme personne. Les gens connaissent notre histoire de vie, notre histoire de santé. Bien, là aussi, il y a de la recherche qui montre que cette continuité-là a aussi un effet bénéfique. Vous voyez sur la prévention, sur la mortalité, c'est une image qui est prise de l'Alberta, du ministère de la Santé de l'Alberta. Donc, beaucoup de données qui nous montrent que ça fait quelque chose. Donc, c'est aussi important qu'une pilule, si vous voulez, la continuité des soins. Et il y a même une relation dose-effet. Plus il y a de continuité, plus il y a d'effet de la continuité. Donc, pourquoi c'est important? Les gens sont là et quand c'est bien organisé, ça produit de la santé pour les gens. Comment est-ce qu'on est organisé au Québec? Donc là, c'est le côté, je dirais aussi, d'expliquer notre système avec ce que j'appelle des fois la soupe à alphabet, là, avec tous les acronymes que vous allez rencontrer. Là. Donc, voici ma première diapositive. Ça, c'est la photo depuis 2015, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je vais vous montrer tantôt à la fin un petit... Donc, depuis 2015, en gros, c'est structuré comme ça. Les chiffres que j'ai mis en parenthèse datent de 2021. Bref, on a un ministère de la Santé et des Services sociaux. Commentaire, ce n'est qu'au Québec que la santé et les services sociaux sont vraiment intégrés dans un seul ministère. Il y a d'autres provinces où c'est séparé. Donc, ça favorise déjà une intégration. Et la plupart de nos services sont dans ce qu'on appelle des centres intégrés universitaires. Certains ne sont pas tous universitaires, en santé et services sociaux, donc les CIS et les CIUS, vous entendez ça? Ça, c'est nos centres et il y en a dans chaque région,
D'accord? Donc, au Québec, il y en a un, c'est le CIUS de la capitale nationale. Montréal, c'est gros, il y en a 6. Entre Matane et Rivière-du-Loup, il y en a un. Donc, vous voyez, là, bon, alors, ça couvre le Québec. Et dans ces fameux centres-là, presque tout est là maintenant. Donc, on a des fonctions administratives. En vert, c'est les choses qui gèrent les soins de première ligne. Donc, le vert, c'est les soins de première ligne. Puis, nos fameux hôpitaux communautaires, nos centres de soins de longue durée, j'ai essayé de ne pas mettre d'acronyme, nos centres de jeunesse, tout est dans ça maintenant, d'accord, dans le Québec. Là. Et on a nos CLSC, les centres locaux de services communautaires, qui, dans le fond, est aussi une grande particularité du Québec, parce qu'il y en a dans toutes les régions, il y en a à peu près 130, et dans ces centres-là, on retrouve une offre de services de soins de première ligne importante, hein, des soins de périnatalité, des soins à domicile, santé mentale. En fait, il y a beaucoup de soins de première ligne qui sont publics, donc, et qui sont dans nos CLSC. J'en parlerai tout à l'heure, un peu plus dans l'autre. Ensuite, on a nos fameux médecins, là, les cliniques médicales dont on parle tant. Donc, il y a des cabinets, il y a des coopératives de santé. Je vais vous parler de ça tout à l'heure, donc je passe vite sur le dessin. Il y a des groupes de médecine de famille. Puis bien, là, ici, on a la pointe de nos soins tertiaires. Il y a 7 centres hospitaliers universitaires et il y a 5 établissements dans les pays pour les populations nordiques autochtones. Puis ici, bien, il y a un système professionnel, puis il y a des syndicats, mais on va passer vite là-dessus. Vous apprendrez à les connaître éventuellement. Donc, là, on va creuser juste sur la partie de l'organisation des soins qu'on va appeler plus médicaux, d'accord? Les docteurs, les médecins de famille, les infirmières, là, parce que ce n'est pas juste ça, bien sûr, les soins de première ligne. Depuis 2000 à peu près, on a invité tous les citoyens à être inscrits à un médecin de famille. On a formalisé l'inscription à un médecin de famille. La réalité, c'est qu'on a invité les médecins à inscrire leurs patients. Donc, comme citoyen, vous n'avez pas eu de grand message pour vous dire que vous étiez inscrit. Et en fait, je veux juste vous dire, peut-être que dès maintenant encore, certains ne le savent pas, mais il y a eu vraiment un mouvement où les usagers ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient inscrits à un médecin de famille. Et donc, on a nos centres locaux de services communautaires, nos CLSC. Ce sont des installations publiques. C'est offert à une population d'un territoire. Donc, c'est par le code postal. Donc, on a accès à tout ce qu'un CLSC nous offre, incluant des médecins. Il n'y en a pas toujours partout. Et les médecins étaient avant à salaire, mais maintenant, les médecins qui travaillent dans ce genre d'installation-là, c'est à peu près 16 des médecins, sont rémunérés plus un tarif là, qui est basé sur le temps. Je ne vais pas dans le détail. Nos cabinets, nos polycliniques, c'est les cabinets qu'on va dire privés, mais j'aime pas dire ça parce que, en fait, la bâtisse appartient pas au gouvernement, mais les médecins sont payés par le système de santé, la régie de l'assurance maladie, à l'acte. La plupart l'acte est vraiment, on est payé aux patients qu'on voit, là, un après l'autre. C'est beaucoup le mode actuellement pour les médecins. Il y a des coopératives de santé au Québec, il y en a 42. Ce n'est pas un modèle fréquent, mais dans vos réflexions, j'ai voulu en parler parce que dans le fond, ce sont des installations qui appartiennent à une coopérative citoyenne. Il y en a 42, c'est souvent des citoyens qui se sont organisés pour payer comme une installation pour attirer des professionnels qui, eux, sont payés par le gouvernement selon les modalités. Nos fameux groupes de médecine de famille qui ont, en fait, sont un regroupement. Des fois, c'est des médecins en cabinet, en CLSC. Et ça, c'est notre innovation en soins de première ligne. On en a 365. Et là, les médecins qui ont accepté de se mettre en GMF ont été soutenus en étant vraiment équipés d'autres professionnels de la santé. Donc, les médecins se mettent ensemble, signent un contrat face au gouvernement, s'engagent à donner des services et en retour, ils reçoivent du ministère, là, en fait, ça passe par le CIUS, vraiment beaucoup plus de professionnels. Et on peut vraiment dire que maintenant, dans les GMF, il y a de vraies équipes de soins, alors que dans les cabinets privés, là, les cabinets, les polycliniques, il n'y en a pas tant que ça. Mais il y en a beaucoup moins qu'il y en avait avant. Et il y a la vraie médecine privée, là, le groupe Lacroix, par exemple, où là, c'est complètement désengagé. Même les médecins sont désengagés. Donc, c'est pas mal ça actuellement qu'on a. D'accord? J'achève ce petit bout-là et j'achève, en fait. Donc, j'ai voulu quand même replacer un peu dans le temps parce que je vous ai montré un peu la photographie de où on est en 2015.
en sachant, comme vous le savez, que c'est appelé peut-être à changer de façon importante. Mais on est où on est à cause d'un cheminement qui existe depuis longtemps et juste pour que vous le compreniez. Donc, d'abord, on est quand même, c'est en 70, hein, suite à ce qu'on a appelé le rapport Castonguay, on peut dire que c'est quelque chose de très fondateur, que d'ailleurs aussi, il y a eu la création de la Régie d'assurance maladie. Bon, bref. Donc, la création de notre réseau de CLSC remonte en 1971. Et donc, je dois vraiment le dire, là, c'est la seule province qui a mis en place au Canada un réel réseau de soins primaires. Parce qu'on peut dire que c'est un réseau de soins primaires, les CLSC. C'est pas parfait, il n'y a pas tout, il n'y a pas les médecins autant et tout, mais on a ça depuis 1971. Bon, là, ensuite, dans les années 90, il y a surtout eu la création de notre ministère de la Santé. Ça peut être surprenant, mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a notre ministère tel quel intégré, santé, services sociaux. Il y a eu toutes sortes de conditions aussi, là, je vais passer vite, mises en place pour réglementer où les médecins de famille s'installent. Donc, contrairement à pratiquement toutes les autres provinces canadiennes, les médecins de famille ne peuvent pas s'installer juste où ils veulent. Il faut qu'il y ait un besoin, il faut qu'ils aillent dans des régions, il y a un système de répartition qui amène ça, donc d'une volonté on va dire, de distribuer des ressources des fois qui sont pas assez importantes. Ça a été mis en place. Et le fameux rapport de M. Claire, la commission Claire, donc, qui a amené la création de nos groupes de médecine de famille. Donc, ça fait 23 ans, 20 ans qu'on a des groupes de médecine de famille. Et donc, la vision, c'était, améliorons les cabinets, les CLSC, mettons des équipes autour parce qu'on sait que c'est important. Ça fait une vingtaine d'années. Et là, il est arrivé la fameuse réforme Barrette en 2015 qui a amené ce que vous avez eu comme photographie. On a commencé à avoir des problèmes d'accès aux médecins de famille et on a créé des guichets d'accès à un médecin de famille. Moi, j'ai déménagé de Montréal, je suis arrivée dans Charlevoix et je me suis inscrite à mon CIS pour avoir un médecin de famille au guichet d'accès aux médecins de famille. Donc, ça m'a pris un an. J'en ai eu un. Bref. Et là, maintenant, on est à la croisée des chemins avec le projet de loi 15 et tout ça, puis je vous parlerai des autres éléments qui ont été mis en place. Donc, actuellement, au Québec, en 2020, on va parler de 2020, puis on va parler d'il y a quelques mois. Donc, en 2020, sur les 8 millions qu'on était, là, presque 8 millions 3, la situation était la suivante. 65 des Québécois étaient inscrits à un médecin de famille dans un de ces fameux groupes de médecine de famille. Donc, la majorité. 12 étaient quand même inscrits à un médecin de famille qui travaille dans de plus petites organisations qui ne sont pas aussi structurées que les GMF. Et on avait vraiment presque 23 1,8 million de patients orphelins. Parce que comme on n'avait pas assez de médecins de famille, il y a des gens pas inscrits qui se sont retrouvés orphelins. Et les GMF ont un peu refermé leur offre de service à leurs patients inscrits, ce qui a créé, évidemment, un vide. Alors ça, c'était en 2020. Puis, ceux d'entre vous qui suivez l'actualité, ça bouge beaucoup. C'est pour ça que vos travaux, là, ils arrivent à point nommé. Dans les derniers 6 mois, il y a eu quand même un demi-million de Québécois qui ont été inscrits en groupe à un groupe de médecine de famille. Par contre, cette inscription-là ne promet pas la continuité, n'engage pas non plus à la continuité des soins, mais quand même donne accès à des services. Et les gens doivent passer par un guichet d'accès à la première ligne. Ils doivent appeler, ça s'appelle un GAP, pour avoir un rendez-vous, mais ils sont quand même affiliés. Donc, on a réduit le nombre de Québécois qui n'étaient pas affiliés. On a commencé à mettre sur pied des cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées de première ligne. Important, ça. Donc, ça va se développer, c'est appelé à se développer. Et on a aussi créé de la téléconsultation beaucoup plus. Donc, toutes des choses qui sont en cours, mais qui ne sont vraiment pas là, déployées de façon. Donc, ici, quand même, je vais attirer votre attention qu'avec ce qu'on a fait, on a donc 75 des médecins, des Québécois qui ont finalement un GMF ou un médecin de famille. Et là, les deux autres portions, ceux qui sont en groupe et ceux qui n'en ont même pas, on est en train de créer une première ligne à 3 vitesses au Québec. Tu sais, on parle du système d'éducation à 3 vitesses. Donc, je pense qu'il va falloir être prudent dans la manière qu'on va essayer de rebrasser ça dans les prochaines années pour que tout le monde soit égal et que ce soit équitable dans l'accès. Donc, j'ai terminé. Donc, voici pour conclure, on dit qu'on est
On est en crise. C'est sûr que ça ne va pas nécessairement comme on voudrait. Je voudrais terminer quand même en disant que le Québec, il y a des choses qui marchent au Québec, qu'on a quand même des choses intéressantes sur lesquelles bâtir. Puis je sais que vous allez rencontrer des gens qui vont vous parler d'initiatives qui ont fonctionné. Donc, on peut apprendre de qu'est-ce qui fonctionne et essayer de trouver ces choses-là pour vous inspirer. C'est sûr qu'on est où on est. D'abord, on a une énorme crise de ressources humaines avec la pandémie. On ne peut pas l'oublier. Et on a fait des réformes qui ont été souvent incomplètes, à la pièce et timides dans l'interdisciplinarité en particulier, qui a donc fait que les médecins ont continué à travailler pas mal entre eux. Le travail que les infirmières praticiennes n'a peut-être pas été vraiment déployé aussi vite qu'il aurait pu et avec autant d'impact. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait partie là, un peu des raisons pour lesquelles on est en difficulté, mais on a quand même des choses sur lesquelles bâtir. Voilà.